tout le monde parce qu'on va parler à des gens à Paris. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est seulement vous parler un peu de mes études sur lesquelles, en fait, j'ai tenté de comprendre les liens entre le global et le local. Et j'ai même travaillé pendant beaucoup de temps, j'ai publié quelques trucs aussi sur comment des normes globales peuvent être, environnementales particulièrement, peuvent être ou non, c'est ma question en fait, traduites en valeurs individuelles. Et donc, en fait, tout ça, c'est lié à des études sur la théorie des régimes. Je ne rentre pas dans les détails, mais la question se pose un peu, c'est est-ce qu'on ne peut pas dire que la légitimité d'un régime international n'est pas basée sur le fait qu'il y a des individus qui croient que ce régime il est bon, vrai, éthique, moral, scientifiquement cohérent, etc., etc. Et donc, en fait, le grand problème, c'est de trouver au niveau de la méthode comment une norme qui a été dictée par des pays, des gouvernements, des États, peuvent être ensuite ou non traduites par des politiques publiques. On sait plus ou moins bien faire ça, on peut voir qu'il y a des liens. C'est plus facile avec les normes européennes. Puis ensuite, ben, est-ce que tout ça se traduit en valeurs individuelles? Est-ce que les gens sont prêts à changer leur comportement en matière d'efficacité énergétique et d'émissions de CO2 juste parce qu'il y a des normes? Donc ça, c'est le grand questionnement. Le deuxième questionnement, donc, il faut se poser, ben, est-ce que les gens sont prêts vraiment à changer de comportement? Est-ce qu'ils ont des valeurs environnementales? Est-ce que le développement durable, finalement, fonctionne? C'est-à-dire que si on informe les gens, et c'est ce que souvent les protocoles font, les grandes négociations internationales préconisent, on informe les gens de la crise climatique et ensuite on s'attend à ce qu'ils changent leur comportement parce qu'ils savent qu'il y a une crise climatique, ils comprennent plus ou moins comment ça se passe. Donc ça, on parle plus d'études terrain et ensuite on essaie de faire les deux. Moi, ce que je remarque là-dessus, c'est plusieurs choses. Je pense que globalement, je dirais que euh, les normes internationales d'un régime climatique ou énergétique ou de développement durable donnent un cadre général, des informations, les gens en entendent parler, etc. Il n'y a pas beaucoup de références directes. Puis même parmi les chercheurs, il y a certains chercheurs qui s'y attachent directement, qui s'attaquent directement, comme je sais pas, les économistes qui le font ici. Moi, je le fais parfois, mais la plupart des gens, ils en lisent dans les journaux, mais l'impact, il est très indirect. Alors, je vais faire part de plusieurs anecdotes, mais je pense que c'est des anecdotes qui, ensemble, montrent quand même une tendance assez générale. Alors, dans les études, par exemple, que je fais, il faut toujours faire un benchmark, hein, que ce soit pour l'ANR, pour l'ADEME, pour, je sais pas moi, l'Europe, il faut faire un benchmark. Qu'est-ce qui était fait ailleurs sur une problématique environnementale? Et donc, ensuite, on en fait des conclusions, etc. Ça apparaît dans le premier chapitre, parce qu'en fait, c'est un peu de dire, voici ce qui s'est fait ailleurs, voici ce qui s'est pas fait, voici ce qu'on peut faire, voici ce qu'on peut pas faire. C'est une démarche obligatoire, il faut le faire, tout le monde le veut, et pourtant, c'est probablement la chose qui est la moins intéressante, la moins citée une fois que c'est écrit. C'est aussi, quand on fait le résumé d'un rapport, si le rapport fait 60 pages, 80, 120, 300 pages, et qu'on fait un résumé de 15 pages ou le petit résumé ou les 6 heures de 5-6 pages, c'est le chapitre qui en fait n'est jamais résumé, qui n'apparaît jamais, sauf peut-être parfois en une phrase. Donc, on le demande, ce benchmark, on veut savoir ce qui se passe au niveau international, mais en fait, ça ne change pas grand-chose. C'est pas vraiment intéressant pour ceux qui vont lire ensuite ce qui se passe. Sur des études plus précises, ensuite, on a mené une enquête en fait sur l'adaptation en France pour voir comment les stratégies territoriales d'adaptation dans le cadre des plans climat-énergie territoriaux étaient développées, etc. Et si on faisait référence dans ces volets adaptation à la stratégie nationale d'adaptation ou à l'Europe, etc. Eh bien, niet. Il y a une stratégie nationale d'adaptation en France, ça a été publié par la MERC, ça a été les gros efforts pendant 1 an et demi pour la créer, l'élaborer, pour l'écrire et tout. Et enfin, on se retrouve avec des gens qui, sur les territoires, ne savent pas qu'elle existe, ou quand ils savent qu'elle existe, se disent que de toute façon, ça ne peut pas être pertinent pour le territoire parce que c'est trop général. Donc en fait, ils ne la lisent pas. Il n'y a pas de référence, même pas au niveau national. Alors je ne vous raconte même pas le manque de référence qu'il peut y avoir au niveau international là-dessus. Il n'y en a absolument pas. C'est notamment plus vrai, je pense, parce que l'adaptation est particulièrement ancrée dans un territoire spécifique avec des activités économiques, des vulnérabilités, des risques, des aléas qui sont spécifiques au territoire. Ce qui fait que finalement, oui, c'est bien beau de savoir ce qui se fait ailleurs, mais bon, en quoi ça nous concerne?
Donc même les gens dans les services qui sont en charge, par exemple, d'un volet d'adaptation, qui sont quand même assez informés et tout, ils ne font pas référence. Ça, c'est peut-être un premier élément. Euh, Quand on regarde, peut-être, c'est encore une fois, c'est une anecdote, mais les références au niveau international dans le public, ce que j'entends moi sur le changement climatique, c'est, je ne sais pas quoi, moi, pourquoi individu, devrais faire des efforts quand il y a les Chinois qui le font. C'est très très commun. Les Indiens sont parfois cités, mais plus rarement. C'est vraiment la Chine qui pose un gros problème et les États-Unis qui sont à peu près comme les autres méchants aussi, qui donnent peut-être une espèce d'argument échappatoire pour ne pas faire d'efforts soi-même. Ce qui nous intéresse de toute façon, c'est justement ce lien avec l'international. Ben là, le lien international, il est fait de manière un peu négative. Il y a des liens positifs aussi qui se font dans des conférences, à regarder ce qui se fait ailleurs, ça se fait bien, etc. etc. Mais encore une fois, sur la pratique et la mise en pratique, je ne suis pas sûr. Euh, dans des études encore une fois plus précises qu'on a fait sur la mobilité, par exemple à Lyon, il y a 80% des répondants qui ont dit que la crise climatique était quand même la crise du 21e siècle. Donc c'était plus élevé que la moyenne nationale. Le même chiffre, environ 80%, a dit que le meilleur moyen de combattre le changement climatique pour un individu, donc changement climatique global, action individuelle, c'était d'arrêter de prendre la voiture. Et pourtant, il y a plus que la moitié d'entre eux qui prenaient la voiture tous les jours pour toutes leurs courses, alors qu'ils avaient tous un arrêt de bus, de tram, de métro, etc., à moins de 400 mètres. Donc, on sait que les normes globales nous disent que les scientifiques nous disent, le rapport du GIEC, dont on parle beaucoup parce que c'est en train de sortir, nous disent, etc., etc., mais on le sait, mais ça ne veut pas dire que ça amène le changement de valeur au comportement. Peut-être arrêter là, faire un deuxième.